Madame, Monsieur, bonsoir. Pendant toute l'année, nous nous alimentons la journée et le corps est au repos la nuit. Pendant la période de jeûne, le corps est privé de nourriture et de boissons la journée et nous nous alimentons la nuit. Alors, c'est un chamboulement réel. Comment respecter le repos digestif? Quelle alimentation la mieux adaptée pour la nuit? Qui peut jeûner? Avec quels aliments et boissons rompre le jeûne? Après une période de jeûne, comment en sortir en meilleure santé, que vous soyez chrétien ou musulman? Et ça fait l'actualité. Nous sommes allés à la rencontre de guides religieux pour des conseils et nous avons également fait une immersion dans des familles à l'heure de la rupture. C'est un reportage qui est signé Davis Yoro et Astou Touré. Mois de carême, moment de partage, de prière et de jeûne chez les chrétiens et chez les musulmans. Un moment de bénédiction. Cette année, chrétiens et musulmans connaissent une situation inhabituelle. L'exercice du jeûne des deux communautés se déroule presque sur la même période. Entamé dans un premier temps par les chrétiens, les musulmans leur ont emboîté le pas il y a une dizaine de jours. Dans ce mois, les guides religieux sont très regardants sur les attitudes à adopter et les aliments à consommer pendant la rupture. Le messager de l'islam conseillait de rompre avec deux éléments essentiels. La source de vie qui est l'eau et les dattes qui contiennent des fibres. On peut rompre avec tout ce qui est licite en islam, sauf ce qui est illicite. Si on doit rompre le jeûne et reprendre des forces pour continuer le chemin, ce repas doit être frugal, ce repas ne doit pas être chargé. Alors, il y a des fruits, il y a des aliments à base de feuilles, de légumes, et il y a ce que nous mangeons selon nos traditions, selon notre culture alimentaire, mais il ne faudrait pas que ça soit surchargé. Il est 18h. Nous sommes au domicile de la famille Tanou. Ici, ils sont chrétiens catholiques depuis des générations. À l'heure de la rupture du jeûne, une petite prière s'impose. Nous voulons nous remettre entre tes mains afin que tu puisses nous accorder la grâce et bénir ces repas que nous allons partager pour refaire nos forces afin de continuer à faire ton œuvre. Au menu, du riz à la sauce aubergine, accompagné de jus d'orange et autres. Aujourd'hui, on a fait avec le riz, avec les jus. Rompre avec le riz, ça ne me fatigue pas. Voilà, surtout que après on va continuer. Emmanuel a eu une journée éprouvante. Pour lui, à l'heure de rupture, pas besoin de trier les aliments. Pour moi, personnellement, c'était chaud parce que c'est un lundi. Le boulot aujourd'hui, là, c'était chaud. Franchement dit, c'était chaud. Mais Dieu fait grâce. J'ai pas de souci avec les mains qu'il faut pour rompre le jeûne. Avec le garba, ça passe. À l'atelier de ferronnerie d'Ibrahim, l'heure est également la rupture. Il est musulman depuis sa naissance. Entouré par ses proches, c'est à un petit balai de mets que l'on assiste. Thé, viande, mangue et beignets. Nous prenons des feuilles traditionnelles accompagnées de cham-cham avec du citron. On fait la rupture avec, comme vous avez vu, des beignets haricots, avec des beignets de mil. Vous mangez tout ça en même temps? Bon, aujourd'hui, on a mis tout ça aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud. D'habitude, on va par étape par étape. Voilà, c'est avec du thon, avec des haricots. Après, maintenant, ensuite, quand on fait prier, on vient faire le reste. Bon, souvent, on peut dire qu'on mange beaucoup. Ça arrive. Quand tu fais la rupture du jeûne, bon, tu seras obligé de manger ce que tu as trouvé. Bon, à l'arrivée à la maison, tu es obligé de manger la dîner avec la famille. Et c'est tu vois. Bon, à part ça, on ne mange plus encore. Chez les deux communautés, l'heure de rupture du jeûne est parfois la porte ouverte à tous les excès. Quelles en sont les conséquences? Docteur Cissé Mokhtar, vous êtes docteur en nutrition santé. Merci d'être là. Très bien. Alors après le reportage que nous venons de voir, une grande question, quelles sont les conséquences sur la santé? Il faut rester absolument en bonne santé. D'où notre thème d'aujourd'hui. En fait, je pourrais dire, sans risque de me tromper, que jeûner est bon pour la santé. C'est-à-dire quand on jeûne et qu'on respecte les conditions de rupture du jeûne, en principe,
au sorti de là, on devrait être en bonne santé. Et donc, sans risque de me tromper, il est conseillé aux gens de jeûner parce que le jeûne permet d'avoir la santé. Très bien. Alors ça déjà, c'est important. C'est-à-dire au-delà de la dimension spirituelle qui accompagne le jeûne, c'est une excellente chose pour l'organisme. Absolument, parce qu'en fait, le jeûne permet de faire ce qu'on appelle l'auto-guérison. C'est-à-dire, à travers le jeûne, l'organisme va s'auto-guérir. Ça veut dire que l'organisme va faire déjà une bonne régénération cellulaire, l'organisme va éliminer les éléments dont il n'a pas besoin pour son fonctionnement, et ensuite l'organisme va éliminer les toxines que nous produisons de façon naturelle au niveau de notre organisme, et cela ne peut faire que nous donner la santé. D'accord, donc ça veut dire que la nourriture et la boisson pourraient intoxiquer le corps? Ben oui, absolument. C'est-à-dire quand on mange par exemple, il faut digérer l'aliment. C'est-à-dire que quand on mange un aliment, il faut qu'il soit métabolisé. Alors, le métabolisme, en fait, c'est en deux phases. Il y a la première phase, qui est la phase de destruction des aliments que nous apportons à notre organisme. Et ensuite, il y a la phase, justement, de synthèse qu'on appelle anabolisme, où on va produire les protéines, les lipides, les acides aminés, les vitamines, les sels minéraux dont l'organisme a besoin pour son bon fonctionnement. Mais cela ne se fait pas, n'est-ce pas, sans production de déchets. Cela ne se fait pas sans production de radicaux libres. Et donc, quand on a un apport calorique réduit, on produit beaucoup moins de déchets, donc on produit beaucoup moins de toxines. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est un élément essentiel à retenir. Absolument. Jeûner améliore la santé. Absolument. D'accord. Absolument. Mais il y a une grande question, c'est qui peut jeûner? Oui, en fait, la question, elle est bien posée. Et généralement, les gens qui souffrent de maladies métaboliques telles que, par exemple, le diabète ou l'hypertension, avant de jeûner, ils devraient vraiment rencontrer les médecins traitants pour voir si éventuellement, pour ceux qui sont diabétiques, si leur diabète est équilibré. Et si le diabète est équilibré, ils peuvent jeûner. Cela veut dire que tout simplement, ils sont arrivés à maintenir leur taux de glycémie à un taux normal. Et donc, ils peuvent jeûner. Et cela même peut les aider, n'est-ce pas, à faire en sorte que la maladie ne prenne pas trop d'ampleur. Parce que le fait de jeûner aussi peut permettre de régler pas mal de soucis par rapport à ces maladies métaboliques. Maintenant, pour les gens qui sont hypertendus, il est conseillé de jeûner à ces gens-là. Parce que le fait de jeûner va leur permettre tout simplement d'éliminer les caillots qui produisent au niveau des artères, donc d'éliminer les tensions au niveau des artères. Et le fait de jeûner va permettre effectivement le bon fonctionnement de l'organisme, du corps surtout. Le cœur va commencer à bien fonctionner parce qu'on apporte beaucoup moins de calories à l'organisme. Et donc les gens qui sont hyper tendus, ils ont intérêt à jeûner et ça va leur permettre effectivement de baisser la tension et de faire en sorte qu'ils évitent des maladies cardiovasculaires que nous connaissons. D'accord. Nous sommes des profanes dans le domaine médical, mais on a souvent entendu parler d'hypotension pour des personnes qui ont la tension, qui jeûnent, et puis d'hypoglycémie pour des personnes. Est-ce que ce ne sont pas des risques ou bien c'est la raison pour laquelle vous parliez de voir le médecin? Justement, c'est pour cette raison qu'il faut voir le médecin, surtout pour des gens. En fait, il y a le risque pour le diabétique de faire une hypoglycémie peut exister parce qu'on n'apporte pas d'énergie à l'organisme. Et donc, compte tenu du fait qu'on prend des médicaments, par exemple, quelqu'un qui prend de l'insuline, s'il prend l'insuline, il est obligé de manger. Parce qu'effectivement, s'il ne mange pas, qu'en prenant de l'insuline va baisser le taux de sucre dans le sang. Et s'il n'y a pas de nourriture à côté, s'il n'y a pas de sucre dans le sang, la personne peut faire un coma diabétique. La personne peut être en hypoglycémie et perdre connaissance. Ça peut arriver. C'est exactement le même processus qui peut se produire quand on est hypertendu. Mais la plupart du temps, si on arrive, comme je dis, à équilibrer notre diabète et qu'on respecte les conditions de rupture, n'est-ce pas, du jeûne, en principe, on devrait arriver à avoir une glycémie équilibrée et qui nous permet effectivement d'améliorer notre santé. Très bien. Et on nous parle souvent de cholestérol et de jeûne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En fait, ce qui est intéressant justement avec le cholestérol, c'est que le cholestérol, en fait, c'est une substance qui est très importante pour nous. Nous disons que sans cholestérol, il n'y a pas de vie. Le cholestérol, il est tellement important
que notre organisme produit 70% de nos besoins en cholestérol et les 30% sont apportés par les aliments. Mais tenez-vous bien, les 70% qui sont produits suffisent largement au bon fonctionnement de l'organisme. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on mange beaucoup ou alors quand on mange des aliments trop riches en cholestérol? Il y a le risque qu'on se retrouve à apporter plus de 30% et donc on peut se retrouver à 120%. Oui. Et là, ça dit que là, on a un taux de cholestérol qui serait très élevé à travers les aliments qu'on va manger. Et donc, le fait de jeûner nous permet effectivement de limiter cela. C'est très, très important. Et on avait dit tantôt qu'en réalité, le problème du cholestérol se situe au niveau justement du transport du cholestérol. Je vous l'explique tout simplement. Le cholestérol, justement, une fois qu'il est produit au niveau du foie, il faut qu'il soit transporté pour aller vers les cellules. Parce que c'est les cellules qui ont besoin du cholestérol. Mais le transport se fait par la LDL, qu'on a tendance à appeler mauvais cholestérol. Mais en réalité, cette LDL, elle n'est pas mauvaise. Ce n'est pas un mauvais cholestérol en réalité. Parce que lui, son rôle, c'est de transporter le cholestérol du lieu de production pour aller vers les cellules qui en ont vraiment besoin. Parce que le cholestérol... Oui. Très bien. D'accord. En fait, on ne va pas être trop technique, mais ce qu'on retient, c'est qu'il s'agisse de diabète, qu'il s'agisse de tension ou qu'il s'agisse du taux de cholestérol, jeûner est une bonne chose, mais il faut prendre attache avec son médecin pour encadrer les choses si la personne souffre de ce genre de maladie chronique. Voilà, c'est la maladie chronique en fait. Voilà. Très bien. Alors, on a observé également que le moment de la rupture est un réel festin. C'est un festin, c'est un moment de communion également, c'est un moment de partage. Et on est parti, comme vous l'avez vu, dans les familles, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choix. Donc, on aurait aimé que vous puissiez nous orienter sur le genre de mets qu'on devrait avoir pour la rupture. D'abord, la rupture se fait en 2 étapes. Voilà, en fait, la rupture se fait en 2 étapes. Mais j'aimerais relever quelque chose qui est, à mon sens, très important. Tous les musulmans ou tous ceux qui jeûnent devraient tenir compte de ça. Malheureusement, on se rend compte que c'est pendant le ramadan qu'on fait un changement alimentaire à 90 degrés ou à 180 degrés. C'est-à-dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger pendant 11 mois. C'est ça, on va commencer à manger parce que c'est le ramadan. Ça, c'est déjà pas bon pour l'organisme. C'est pas bon pour l'organisme. Non, c'est pas mais bon. le fait de ne pas avoir mangé la journée, on peut se rattraper le soir, c'est ce qu'on pense. En fait, on compense, mais tu compenses avec ce que tu as l'habitude d'apporter à ton organisme. On peut se faire plaisir dans cette période. N'oublions pas qu'on a un rapport très intime avec les aliments que nous mangeons. C'est-à-dire, on grandit avec nos habitudes alimentaires. Pendant 20 ans, 30 ans, tu as les mêmes habitudes. Et pour le cas du jeûne, par exemple, tu as 11 mois où tu as une habitude alimentaire bien précise, et puis en un mois, tu changes tout ça, c'est pas bon pour l'organisme. C'est pas bon pour l'organisme. Ça, c'est déjà quelque chose dont il faut tenir compte et qui c'est très important. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? C'est malheureusement le fait de changer nos habitudes alimentaires qu'on a tendance à apporter trop de calories à notre organisme. Il nous faut combien de calories pour rester en bonne santé? Normalement, pour quelqu'un de sédentaire, voilà, quelqu'un de sédentaire qui n'a pas une activité qui lui demande forcément beaucoup de dépenses énergétiques, cette personne a besoin d'environ 2000 à 2500 kilocalories. C'est largement suffisant. 2000 à 2500, ça c'est pour maintenir son poids. Je peux maintenir son poids. Maintenant, vous imaginez... On peut quand même manger du poisson braisé, du poulet braisé, de la loco. Si on a l'habitude de le faire, on peut le faire sans problème. Maintenant, malheureusement, il y a des études qui ont montré que vraiment, dans notre communauté, souvent, c'est-à-dire, au lieu on apporte plus de 8000 kilocalories à notre organisme, au lieu de lui en apporter 2000. Oui, bichon. Lors d'un repas, une seule personne. Oui, on mange beaucoup trop de choses en même temps. On mange beaucoup trop sucré. Déjà, on boit chaud. On boit chaud. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte à l'organisme? Ce qui s'apporte à l'organisme est extraordinaire. Vous imaginez, on a une température de 37 degrés au niveau de notre organisme. Alors, vous passez toute la journée, n'est-ce pas, dans cette période basale où la température est à 37 degrés. Et puis, à la rupture, vous prenez un liquide qui est à 0 degré. Vous apportez 0 degré à l'organisme. Donc, vous imaginez les efforts de thermorégulation que l'organisme Un choc thermique. Mais c'est un choc thermique terrible. Ça, c'est des choses... Donc, on retient qu'il faut absolument boire chaud. Il faut boire chaud. On peut prendre du thé,
on peut prendre du lait, du chocolat, mais buvons chaud. Buvons quelque chose qui est tiède, qui est chaud, et qui va faire qu'il va pas y avoir de choc thermique trop important au niveau de notre organisme. En fonction des religions, il y a Yomi, par exemple, à côté. En fonction d'autres religions, il y a autre chose. Mais on mange en 2 étapes. On ne peut pas tout de suite boire chaud et puis faire un grand dîner. Non, c'est pas bon. Pourquoi? Ce qu'il faut faire, on boit chaud. Ensuite, il faut donner un peu d'énergie à l'organisme. Et donc, il y a des éléments tels que les dattes, par exemple, qui permettent de donner de l'énergie à l'organisme. Et donc, la consommation des dattes, par exemple, permet de couper la faim, mais pas pour autant, ça ne coupe pas pour autant l'appétit. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux chrétiens? Voilà, par exemple, le chrétien, par exemple, qui rend le jeune qui a pris son thé chaud, son chocolat chaud, il peut prendre des jus de fruits 100% naturels qui vont lui apporter de l'énergie. Mais le sucre qui est dans les dattes, c'est un sucre naturel, en fait, c'est ça. C'est pour ça que l'équivalent, ce serait du jus naturel. Du jus naturel. On ne peut pas prendre un bon nyamaku bien glacé, bien frais. Là. Mais un bon nyamaku bien glacé, il faut le prendre peut-être après avoir pris son thé. D'accord. Son thé chaud. Absolument, boire chaud. Voilà, boire chaud d'abord. Maintenir vraiment la température et puis permettre à l'organisme tout doucement d'arriver à prendre des forces. Et puis après, on peut boire son nyamaku, il n'y a pas de souci. Mais il y a un élément sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est que malheureusement, c'est pendant la période du Ramadan aussi qu'on a tendance à consommer beaucoup trop de sucre. Le sucre, à un moment donné, est un poison pour l'organisme. Réduisons notre consommation de sucre. Parce que si on prend du sucre en quantité trop importante, on va avoir justement tendance à avoir une irrégulation au niveau de notre glycémie. Il peut y avoir des soucis par rapport justement à la production importante de cholestérol, parce qu'il y a une interconvertibilité entre les sucres et les graisses que les gens ne connaissent, auxquels on ne fait pas attention. Donc il va y avoir des problèmes au niveau des tensions. Et donc la consommation excessive de sucre... Quand vous dites excessive, pour un exemple concret. Je vais donner un exemple concret. C'est-à-dire, par exemple, comme je vous ai dit tantôt, un individu normalement constitué, sédentaire comme nous autres, qui n'avons pas d'activité trop importante, on a besoin d'environ 2000 kilocalories. Mais en fait, la quantité de sucre qu'on peut apporter à notre organisme, en plus du sucre qui est apporté à travers les aliments que nous mangeons, c'est à peu près 10% de cette énergie-là, de ces 2000 kilocalories, ça fait à peu près 48 grammes de sucre. Et ces 48 grammes de sucre représentent environ 12 cuillerées à café de sucre. 12 cuillères à café. 12 cuillères à café de sucre par jour. Donc, vous imaginez. Et donc, quelqu'un, par exemple... une bouteille de nyamaku, ça peut représenter... Une bouteille de nyamaku, vous imaginez, ça peut contenir plus de 48 grammes de sucre, même sinon plus. Donc, une vingtaine de cuillerées. Ah oui, bien sûr. Mais le fait est qu'on aurait pu prendre ce nyamaku la journée, si on n'était pas en période de jeûne. Oui. Mais le fait de prendre ça le soir... et là, c'est 2 fois plus dangereux. Ben oui, c'est 2 fois plus dangereux. Maintenant, comme je vous disais tantôt, quand on a 2000 kilocalories, il faut faire l'effort d'avoir 10%. Mais généralement, il est conseillé aux gens de se rapprocher davantage de 5% des 2000 kilocalories. Donc, au lieu de 48 grammes de sucre, on demande aux gens d'avoir 24 grammes de sucre. Ça, c'est justement, c'est à peu près la quantité de sucre qu'on devrait consommer par jour. Oui. Mais malheureusement, on en consomme beaucoup trop. Et c'est ce qui est à la base, justement, des maladies métaboliques que nous avons, qu'on appelle les maladies non transmissibles, les maladies chroniques que nous développons, justement. Alors, à partir de quel âge est-ce qu'on peut jeûner ? En fait, ça dépend justement des familles. Par rapport à l'organisme, je veux dire. Par rapport à l'organisme, en fait, je veux dire, à partir de 16, 17 ans ou 18 ans, on peut commencer à jeûner. Donc, par rapport, d'un point de vue métabolique, d'un point de vue santé, nutrition, est-ce qu'un enfant peut ou doit jeûner ? Non, un enfant ne doit pas jeûner. C'est-à-dire, un enfant n'est pas obligé de jeûner. Mais il y a des familles dans lesquelles on apprend aux enfants à jeûner. Et souvent, ces enfants-là, quand ils commencent à jeûner, ils peuvent commencer par exemple le matin à ne pas manger et puis vers 14 heures, ils commencent à manger. C'est-à-dire ça leur permet effectivement d'apprendre petit à petit à jeûner pour qu'au cas où, au moment où ils deviennent majeurs, au moment où ils ont l'âge de jeûner, justement, il n'y ait pas de souci à jeûner par rapport à ça. Donc c'est un entraînement qu'on fait. Voilà, mais il y a des enfants qui sont précoces. Moi, je connais des enfants de 12 ans qui jeûnent toute la journée, mais
Mais je conseille aux parents vraiment de faire attention, de ne pas forcer les enfants à jeûner, parce que les enfants, ils sont en période de croissance, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin d'aliments pour pouvoir grandir. Donc, il ne faut pas trop les soumettre justement à la rudeur du jeûne pendant les 30 jours. Alors, dans le cas du jeûne musulman, par exemple, vers 4 heures, à peu près 4 heures du matin, qu'est-ce que vous nous conseillez de manger? Voilà, en fait, vers 4 heures du matin, il faut rappeler que justement, le fait de manger à 4 heures du matin, c'est une recommandation divine. Hein. C'est-à-dire, les gens, on ne s'est pas levé comme ça pour le faire. Et vous savez que quand Dieu nous recommande quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Tout à fait. Et comme je dis, le fait de jeûner, ce n'est pas une épreuve de force. Ce n'est pas pour montrer que je suis fort, que je peux résister à la faim. En réalité, ce n'est pas ça. Et le fait par exemple, se lever à 4 heures et prendre de la nourriture, c'est permettre à l'organisme d'apporter un peu d'énergie à notre organisme. N'oublions pas qu'après cela, on a entre 12 et 13 heures où on ne mange pas. Ça, c'est pour le jeûne. Le jeûne chrétien. Le jeûne chrétien, je ne sais pas comment ça se passe concrètement, mais j'avoue que pendant cette période-là, il faut donner la possibilité à l'organisme justement d'avoir de l'énergie pour fonctionner. Mais qu'est-ce qui va se passer? La rupture, c'était à 18h. Il mange bien et voilà, jusqu'au lendemain 18h. Jusqu'au lendemain 18h. Et donc, en fait, en réalité, on oublie une chose, c'est que toutes les activités au niveau de notre organisme demandent de l'énergie. Même le fait de réfléchir nous demande de l'énergie. Le fait que nous soyons assis là nous demande de l'énergie. Et donc ça, il faut apporter des aliments à l'organisme pour que l'organisme puisse avoir suffisamment d'énergie pour qu'effectivement, l'organisme puisse fonctionner convenablement. Et donc, c'est à travers justement ces aliments que nous allons manger qu'on va avoir de l'énergie. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'en réalité, une fois qu'on a apporté de l'énergie tout de suite mobilisable pour l'organisme qui est représenté par le glucose, qui est transformé par l'organisme en énergie, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe qu'à un moment donné, quand l'organisme a fini d'utiliser ses réserves d'énergie, l'organisme commence à brûler nos graisses. Nos graisses superflues, c'est-à-dire nos graisses qui ne sont pas utiles pour nous. L'organisme commence à les brûler et les transformer en énergie et nous permettre effectivement à l'organisme de bien fonctionner. Et c'est ça justement l'un des avantages du jeûne en fait. De nous débarrasser des graisses superflues dont on n'a pas véritablement besoin et d'être en bonne santé. Alors donnez-moi un repas type. Que vous auriez conseillé. Voilà, le repas type que je peux conseiller, par exemple, c'est à 18h, par exemple, prendre quelque chose de chaud, comme on a dit tantôt. Ça peut être du thé, ça peut être du lait, ça peut être du chocolat chaud. On rend le jeûne avec ça. Ensuite, on peut prendre des dattes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de manger des dattes et ce n'est pas pour rien en réalité. Et on s'est rendu compte que les dattes sont des fruits qui sont très riches en sucre lent, ils sont riches en vitamines et ils sont riches en sels minéraux et en fibres. Voilà. Et donc, il faut prendre 3 dates ou 4-5 dates, selon les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'on a fait ça... Alors, on va chercher à équilibrer avec le jeûne chrétien et le jeûne musulman. Donc, ça veut dire que d'abord, on boit quelque chose de chaud. On boit quelque chose de chaud. Convenance. Voilà, justement. Ensuite, soit des dates, pour une tendance religieuse, ou bien pour l'autre, ça peut être du jus naturel. Jus naturel, 100%. On laisse passer un peu de temps. Pour certains, c'est pour la prière. Pour d'autres, c'est le temps que l'organisme se repose. Absolument. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut manger? Après, maintenant, on peut prendre son dîner. Mais il est conseillé, justement, que ce soit en période de jeûne ou pas, de faire en sorte qu'on apporte à notre organisme suffisamment de légumes et suffisamment de fruits. Donc on commence par les légumes? Oui, il faut manger des légumes. Avant de prendre, par exemple, on peut prendre du foutou, par exemple. On peut prendre le foutou, mais si tu peux manger des légumes avant, c'est bon pour la santé et ça permet à l'organisme justement de faire pas mal de choses par rapport à la digestion des aliments que nous avons. D'accord. Et toute la journée, on ne boit pas, donc on est déshydraté. Il faut s'hydrater progressivement. Qu'est-ce que vous conseillez? Une bouteille et demie d'eau minérale? Une bouteille et demie si on peut, mais il ne faut pas boire d'un coup, il faut boire progressivement. D'accord. Voilà, quand on boit progressivement, on permet à l'organisme de s'hydrater progressivement et c'est bon pour la santé. D'accord. Alors, nous sommes quasiment au terme de notre magazine, mais j'aimerais savoir quels sont les accidents que vous avez constatés d'un point de vue santé et nutrition liés à cette période-là pour que les personnes prennent conscience et fassent attention.
En fait, je demande à nos parents d'éviter les changements de comportement nutritionnel pendant le ramadan. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément vouloir changer nos habitudes alimentaires parce que c'est le ramadan. Ça, ce n'est pas bon pour nous parce que malheureusement, il a été prouvé qu'au sortir du ramadan, beaucoup de nos parents, justement, souffrent de maladies métaboliques qu'on devrait normalement éviter en jeûnant. Donc c'est l'effet contraire qui malheureusement qui se produit parce que simplement par méconnaissance ou inattention. Par inattention, on mange beaucoup trop, on apporte beaucoup trop de choses dans notre organisme. 2000 kilocalories, largement suffisant. Largement suffisant. Et là, des fois, pour la rupture, 8000. Oui, il y en a qui vont scientifiques. Il y a des études qui ont montré, il y en a qui vont jusqu'à 8000 kilocalories. Après, il ne peut plus se lever. Mais il ne peut plus se lever, il mange beaucoup trop. D'accord. Et arrivé à un certain moment, évidemment, il tombe malade. Et puis, bon, après le ramadan, évidemment, on n'a pas l'effet escompté du point de vue de la santé. Très bien. Je vous remercie infiniment. Vous êtes docteur Cissé Mokhtar, docteur en nutrition santé. Très bien. Alors, notre thème, vous l'avez bien compris, comment s'alimenter en période de jeûne. Avec tous ces conseils du docteur, nous avons compris qu'il faut absolument faire attention à la quantité ingurgitée et à la qualité également de ce qu'on mange, et puis rester dans des proportions. C'est vrai que c'est une dimension spirituelle, cette période de jeûne, mais il est encore plus opportun d'en sortir en meilleure santé. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'avoir été là.